De mon côté personnel, au-delà du bonheur d'être ici, il faut dire que j'ai le privilège de voir la chirurgie de l'oreille en même temps que mon travail et mon passion. Et j'imagine que ça se passe pour quelques collègues entre vous ici. Et avant de commencer un avis final, malgré j'aime beaucoup la langue française et j'ai eu l'occasion de la pratiquer quand j'étais à Bordeaux, ça fait déjà 20 ans, je veux m'excuser déjà au départ par toutes les erreurs de français que je ferai ici, je suis sûr que je ferai. Comme vous savez, ici au Brésil, nous parlons le portugais et c'est plus habituel de voir l'anglais comme une deuxième langue. Donc, j'ai appris le français déjà adulte. Je m'excuse de ça, mais je crois que je pourrais quand même passer et vous parler mon message d'une forme efficace. Et un dernier détail, c'est que je veux mettre aux diapositives un sous-titre en anglais parce qu'il y a des gens, il y a des collègues brésiliens et peut-être des collègues d'autres pays qui ne sont pas à l'aise au français. Donc, mais si jamais le sous-titre dérange ou c'est devant les images, alors vous me signalez que je enlève le sous-titre pour que ça ne dérange pas. Donc, je vais partager mon écran là pour qu'on puisse commencer. Voilà, comme professeur Agi a dit, notre sujet aujourd'hui, c'est la chirurgie endoscopique de l'oreille moyenne, et particulièrement la tympanoplastie sans et avec cholestéatome. Une première question que tous les collègues se posent, les collègues qui font déjà la chirurgie de l'oreille et qu'on commence à utiliser l'endoscope, c'est naturel de se poser la question pourquoi l'endoscope. Je m'ai posé cette question il y a 10 ans environ et au début, je n'étais pas convaincu du tout qu'il fallait utiliser les endoscopes dans la chirurgie. J'étais à l'aise avec les microscopes. Je croyais que j'avais pas de problème avec les microscopes. Mais j'ai mis cette image-là, une image d'une chirurgie de stapédotomie, une image endoscopique avec une optique de 0 degré. Parce que des fois, des images peuvent expliquer mieux que beaucoup de mots une question comme celle-là. Alors, on voit dans cette image, dans votre écran, une panoramique de l'oreille moyenne. Le lambeau est déjà rébattu, le tampon est ouvert. Au milieu de l'image, on voit la fenêtre cochléaire et on peut voir tout d'un coup, dans une seule image, on peut voir le tendon styloïde, les boules de la jugulaire, la fenêtre cochléaire que je dis déjà, un tunnel ici en bas de la cochlée, tunnel ici qui peut confondre les chirurgiens dans les chirurgies de implants cochléaires. On a vu déjà de électrodes d'implants cochléaires être mis dans le tunnel de façon pas correcte. On peut voir aussi la qualité de l'os et l'autospongiose elle-même. On peut voir la différence de l'os malade, de l'os pas malade. On peut voir la vascularisation typique de l'autosclérose. Alors, on peut voir une richesse de détails qui on pourrait jamais voir avec les microscopes. Et ça commence déjà un peu à expliquer pourquoi l'endoscope peut nous aider dans la chirurgie de l'oreille moyenne. La différence de deux visualisations de vision entre les deux instruments, le microscope et l'endoscope, est
relationné à l'ingénierie des instruments. Cette image, elle est très connue, peut-être vous avez vu déjà. Ici, c'est l'image ou la lumière du microscope qui va de façon droite, parce que le microscope est dehors l'oreille et il faut regarder par le conduit. Donc, on voit d'une façon étroite et directe sur l'oreille moyenne. Et, par contre, l'endoscope nous permet d'entrer dans l'oreille moyenne. Et une fois que nous sommes là-dedans, l'endoscope peut nous donner une vision ouverte, ce qu'en anglais on appelle la wide view, et qui nous permet de voir une vision plus panoramique, plus détaillée, et une perspective plus globale de l'anatomie de l'oreille moyenne. Ça, c'est un petit vidéo que je fais ici dans mon cabinet pour vous montrer. Ça, c'est un modèle anatomique. Et je montre, alors la vision droite ici, c'est faite par le smartphone du tympan. Et on enlève le tympan qu'on voit dans l'oreille. Et après, j'entre avec l'endoscope pour montrer qu'on va dans l'oreille. J'enlève le tympan. Et je mets là les petits morceaux de cholestéatome en papier dans la trompe de Eustache, dans le hypotympanum et même dans la mastoïde. Et après, avec une optique de 30 degrés, on va entrer dans l'oreille. Et en bas, vous pouvez voir les 3 morceaux de papier là dans la trompe de Eustache et même dans la mastoïde avec un peu d'angulation, on peut voir là un petit peu plus. C'est vrai qu'on a des limites d'angulation. Regarde ici, on a dépassé un peu les limites d'angulation que le conduit nous permet, mais il faut aussi dire que dans la chirurgie, on peut enlever de l'os avec des courettes, de la fraise, par exemple ici à la tique, ce qui nous permet de gagner de movimentation et aussi de visualisation. Alors, pourquoi l'endoscope? Et dans le sujet particulier d'aujourd'hui, de tympanoplastie, celles sont tous de perforations, sauf l'image à droite et en bas, qui c'est un glomus. Toutes les perforations qui, avant, si on n'utilise pas l'endoscope, on doit analyser la taille et la position de perforation avant de choisir avec le microscope si on va faire une voie d'abord rétro-auriculaire ou une voie d'abord endoméatale. Et avec l'endoscope, on peut faire toutes ces perforations avec une voie endoméatale et même ce glomus-là qu'on va voir plus tard dans la présentation. Donc, l'endoscope nous permet de faire aussi une chirurgie mini-invasive, ce qui est à chaque jour plus important. Donc, pourquoi l'endoscope? Parce que l'endoscope nous permet d'être dans l'oreille. Il nous permet d'avoir un wide view dans l'oreille et il aussi nous permet de faire une chirurgie mini-invasive. Avant de commencer à voir les vidéos, ce qui est plus intéressant, bien sûr, il faut aussi rappeler que la chirurgie elle-même, elle n'est pas endoscopique ou microscopique. On parle maintenant de la chirurgie de l'oreille et des objectifs que nous avons dans la chirurgie. Et dans le cas particulier d'aujourd'hui, la tympanoplastie, notre objectif, c'est fermer le tympan et s'il y a des cholestéatomes, enlever les cholestéatomes. Donc, la chirurgie de l'oreille, je préfère d'utiliser les noms. L'utilisation de l'endoscope dans la chirurgie de l'oreille, parce que quand on dit la chirurgie endoscopique de l'oreille, ça semble qu'on doit exclure le microscope de la chirurgie, c'est que ce n'est pas le cas, comme on peut voir dans l'image là. J'ai toujours le microscope et l'endoscope.
c'est vrai que chaque fois, à chaque jour, j'utilise plus l'endoscope dans les chirurgies de tympanoplastie. Je presque touche pas le microscope, mais il est toujours là. Par exemple, les chirurgies en plan cochléaire, on utilise bien sûr les microscopes. Je touche pas l'endoscope. Donc, c'est une question de choisir l'outil, des modes de visualisation plus appropriés pour chaque chirurgie et pas seulement pour chaque chirurgie, mais aussi pour chaque moment de la chirurgie. Et on peut utiliser tous les deux dans les mêmes chirurgies. Alors, professeur Raji, est-ce que ça va, la vitesse? Je peux continuer comme ça? Oui, oui, c'est très bien. Oui, Oui, c'est bien. très bien. OK. Alors, du côté équipement de base, ce qu'on a besoin pour faire de la chirurgie avec l'endoscope. Je me rappelle quand j'étais à Bordeaux, ça fait 20 ans, j'ai vu beaucoup de professeurs d'Arrosé faisant de chirurgie. Je ne sais pas si vous les connaissez. Peut-être il y a des collègues ici qui lui connaissent. C'est un grand chirurgien. Et professeur d'Arrosé, à ce moment-là, l'année 2000, quand je lui ai vu faire de norinome et de cholestéatome, très grand cholestéatome, à la fin de la chirurgie, je lui ai vu déjà mettre l'endoscope là pour regarder le petit coin, le petit morceau caché des cholestéatomes dans l'oreille. C'est vrai qu'à ce moment-là, ma connaissance anatomique chirurgicale était limitée. Et aussi limitée était la qualité des équipements. Donc, je ne vois pas grand-chose. Mais c'est juste pour dire que l'idée d'utiliser l'endoscope, elle n'est pas nouvelle. Par contre, les équipements ont beaucoup évolué, comme je dis au début. La qualité des images et la résolution des images a beaucoup amélioré les dernières années. Et surtout, les deux marques qui sont là, ce sont deux références partout dans le monde. Ce sont les modèles que j'utilise ici. On proportionne une qualité d'image très importante. Je pense qu'une chose fondamentale pour faire la chirurgie sont des caméras à 3 CCD. Ça veut dire la caméra qui ont 3 CCD pour le couleur. Ça fait une différence très grande et ça a été la évolution qui nous a permis d'utiliser plus à l'aise les caméras dans la chirurgie des oreilles parce que les caméras avec un CCD ont une tendance, quand on commence le saignement, d'être tout rouge et on n'a pas de bon contraste, on ne peut pas bien voir dans l'oreille. Donc, les caméras de 3 CCD sont très bien pour ça. Du côté endoscope, à droite, on a l'image des optiques de Storz. Storz a une ligne d'optique de 3 mm, 14 cm, angulation 0, 30 et 45, qui sont, à mon avis, les meilleures optiques en termes de taille, je ne dis pas en termes de marque, mais en termes de taille et d'angulation pour faire la chirurgie. Moi, particulièrement, j'utilise l'endoscope 0 et les 30 qui sont là, et de 14 cm. Il y a des collègues, il y a pas mal de collègues qui utilisent les optiques de 4 mm et plus long, la même optique qu'on utilise dans les chirurgies du nez. Et il y a de très bons chirurgiens avec très bons résultats qui utilisent ces optiques-là. Ce n'est pas impossible, mais c'est 1 mm au moins en épaisseur de 4 pour 3 mm fait qu'on gagne d'espace pour des instruments entrer et manipuler mieux dans l'oreille. Et aussi, les 14 cm, c'est mieux que l'optique du nez, c'est plus long
et ça donne un peu moins de contrôle dans mon avis. Donc, je suis habitué à utiliser ces optiques-là et elles marchent très bien. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici dans la caméra. Vous avez mon image toujours, n'est-ce pas, professeur? Est-ce que vous avez mon image? Non, on voit le diaporama Seulement? seulement, oui. On ne voit pas parce que si vous mettez votre image, le diaporama risque d'être caché. Ok, peut-être alors à la fin, parce que Lors de la discussion, ok, parce que je veux montrer quelque chose avec les mains là, mais ça va. On va continuer. D'accord, très bien. Du côté instrument chirurgical, c'est ça que je vais vous montrer, mais je vous montre après. C'est important d'utiliser les instruments, les pinces, les pointes d'aspiration qui ont un angle, qui ont un coude et ce qui fait que les deux mains soient écartées dans la manipulation. Parce que si on utilise des instruments droits, il y a une tendance de deux mains être très proches et ça peut déranger un peu la technique pendant la chirurgie. On va montrer ça après. Et alors l'image est là, ça c'est Copacabana où j'habite, où je travaille, je fais mes chirurgies et c'est juste pour montrer les courbes de l'horizon des Rio aussi comme doivent être les instruments aussi courbes pour la chirurgie endoscopique. Alors, les adaptations techniques. La chirurgie endoscopique de l'oreille, elle n'est pas une technique. La technique, c'est la chirurgie de l'oreille, comme je déjà dit. Mais il y a des adaptations techniques. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je fais des petites vidéos pour parler un peu de chaque adaptation technique quand on change du microscope par l'endoscope. Particulièrement la préparation, la greffe, les lambeaux et un mot sur les voies de l'aération de l'oreille moyenne, ce qui l'endoscope nous permet d'étudier mieux que les microscopes. D'abord, je dis déjà, vous avez déjà vu cette image, la préparation en termes de position dans la salle de chirurgie et les manipulations et la manipulation, j'ai dit quelque chose déjà, mais je vais vous montrer plus tard. Alors, ces petites vidéos, c'est pour montrer juste un détail, mais c'est un détail très important, qui, au contraire du microscope, il faut couper et bien couper tous les cheveux de l'oreille avant de commencer, parce que chaque fois qu'on entre avec des optiques, et ces cheveux, ils sont sales, ils sont mouillés, il y a du sang, il y a une tendance à salir l'optique. Et chaque fois, il faut enlever l'optique, la nettoyer, et ça cause de multiples interruptions à la chirurgie. Donc, si on coupe très bien ses cheveux, on va être plus à l'aise et on va faire une chirurgie mieux. D'abord, un mot sur la greffe. C'est vrai, j'ai déjà dit qu'un des avantages pour la chirurgie endoscopique, c'est qu'on essaye de faire une chirurgie mini-invasive. Donc, si on veut être mini-invasive et on est déjà endoméatal, c'est mieux de faire et d'enlever la greffe du tragus. Et le tragus, c'est un greffe d'excellente qualité, comme je vais vous montrer, qui nous permet de faire de tout genre de reconstruction du tympan et aussi reconstruction de la tique quand on doit enlever l'os. Donc, ces vidéos, je veux vous remontrer très vite comment ça marche. On fait une incision au tragus, plus des dents vers les méates pour que ça soit caché. On va utiliser un scissor pour exposer les deux côtés de la cartilage. Et ça se décolle très facilement, comme vous voyez.
Alors, l'autre côté de la cartilage, bien sûr que j'ai fait des infiltrations d'anesthésie avec vasoconstricteur, adrénaline 1 par 5000 au tragus avant de faire ça, quelques minutes avant. Aussi, je fais la même infiltration dans le canal. Et là, je vous montre une incision que je fais au domus de la cartilage, comme au dôme de la cartilage, comme c'est au dessin à côté, à gauche, pour laisser ces dômes en bleu. Je laisse ça. Et avec une ciseure, je vais enlever la partie en rouge ici à gauche. Et c'est important de laisser cette cartilage-là quand c'est possible, parce que ça ne va pas changer l'aspect cosmétique du tragus. Ça ne va pas empêcher les patients, après les petits auriculaires dans l'oreille, ce qui est chaque fois plus habituel. Et si on enlève ça, c'est comme ça, on peut faire que ce n'est pas possible d'utiliser les auriculaires. Donc, prochain, ici, la façon d'enlever les périchondres de la cartilage. Il y a beaucoup de collègues qui n'enlèvent pas, qui enlèvent seulement un côté de périchondre et qui laissent l'autre côté avec les périchondres. Ça marche très bien. Et peut-être la majorité des collègues font ça. Ils laissent les périchondres dans la cartilage. Et moi, personnellement, je préfère d'enlever les deux côtés et de laisser le périchondre libre, tout à fait libre, de deux côtés des cartilages. Dans les vidéos de chirurgie que je vais vous passer dans quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi je préfère faire ça. Mais j'enlève. Des fois, on a un peu de mal, c'est un peu difficile d'enlever, surtout un de deux côtés, les périchondres, c'est plus attaché. Comme j'ai mes microscopes presque toujours là, en général, j'utilise les microscopes là. Il n'y a pas besoin d'utiliser les microscopes, mais en général, c'est plus facile. Si on a les microscopes, s'il est facile là, c'est mieux de visualiser et de faire cette prélèvement de périchondre. Après ça, on a les périchondres et on va enlever le petit morceau des muscles et des tissus qui ne sont pas les tissus conjonctifs qu'on vient utiliser dans les périchondres. On enlève. J'ai appris là à Bordeaux à utiliser ce lame en vitre là d'examen de sang. J'enlève tous les petits morceaux pour que la greffe soit bien propre. Alors, du côté publication, il y a toujours une préoccupation si le cartilage peut donner un résultat moins intéressant en termes d'audition. Et ici, je vous montre une révision systématique publiée à Laryngoscope en 2016 et qui vous montre que 3106 patients étaient inclus et les résultats a montré que le cartilage a eu une intégration de 92% contre 82% par rapport à l'aponévrose et que les résultats en termes d'audition étaient les mêmes, pareil, sans différence. Donc, c'est possible, c'est pas seulement possible, mais c'est aussi peut-être mieux d'utiliser le cartilage en termes d'intégration des greffes. Et ça, dans mon expérience personnelle, c'est ça que j'observe. Au début de ma carrière, j'utilisais la ponévrose. Aujourd'hui, rarement je l'utilise. Et je pense que les résultats des cartilages sont très bien. Alors ici, je fais un petit dessin en termes d'adaptation technique lambeau. Okay? Ça sont les 4
dessin les 4 types de lambeaux que j'utilise. Je vais vous montrer dans les vidéos suivantes. Et bien entendu que tous les tampons en noir sont d'une oreille droite, ok? Et j'ai marqué là supérieur, inférieur, antérieur, postérieur. En rouge, c'est les incisions. Et en vert, la maladie, la perforation. Ici, une perforation totale à droite, en haut. Une perforation petite et antérieure à gauche. Une perforation petite et postérieure en bas. Et une maladie de la tique, peut-être un cholestéatome, une poche de rétraction dans l'image en bas et à droite. Et ça, ce sont le lambeau et les incisions que j'ai fait pour chaque type de lésion comme celle-là. Donc, on va passer les premières vidéos d'un lambeau fait pour une perforation totale. J'ai déjà dit qu'on a fait l'infiltration du canal avec l'adrénaline 5000 et aussi, je vais arrêter un instant ici. Et aussi, j'ai mis un coton avec adrénaline, solution millésimale, sans dilution, dans le canal avant de commencer. Donc, je fais les deux choses. Je mets un coton dans le canal avec solution millésimale et aussi, je fais l'infiltration traditionnelle avec une solution en 5000 d'adrénaline. J'ai des collègues, j'ai des amis qui font soit l'un, soit l'autre et marchent très bien. Mais comme le sang, il y a un problème là dans la chirurgie endoscopique et je fais tous les deux et ça marche très bien. Alors, on continue la vidéo. Donc, je vais faire l'incision qui s'est dessinée à gauche, une incision avec un pédicule supérieur, une incision large. J'utilise cet instrument en titane et ce particulièrement, j'aime beaucoup parce qu'il me permet de faire les incisions et aussi de décoller. Donc, maintenant, je fais l'incision horizontale. Et une fois que les 3 incisions sont faites, on va commencer à décoller. C'est vrai que là, dans ces cas, on a très peu de saignement. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais quand on commence à voir des saignements, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On utilise toujours du coton avec l'adrénaline millésimale. Voilà, là c'est le coton. Et on va continuer à décoller de façon traditionnelle jusqu'à l'annulus tympanique. C'est très bien. Ah, là, on arrive là-bas, l'annulus, et on va ouvrir la caisse. C'est que c'est bien avec l'endoscope, comme j'ai dit, c'est le wide view. Alors, avec une seule image, on peut voir antérieur, postérieur, inférieur, et on a une vision plus globale de ce qu'on va faire, au lieu de devoir changer l'angulation des microscopes tous les temps. Donc, ça donne une vision plus globale, une perspective plus globale. Voilà. Alors, je vais vous montrer, on a presque fini le lambeau. Et une fois que c'est fini, on peut entrer avec l'endoscope et, comme je dis, dans une seule vision, voir la trompe d'Eustache, la fossette supratubaire, les marteaux, le trier, en partie de l'enclume. On peut même voir qu'on a une érosion ici de l'enclume et une vision plus globale. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de faire le lambeau. C'est un deuxième lambeau. Ici, on voit pour un poche de rétraction, qui se fait
Alors, le pédicule inférieur, je vais faire un lambeau supérieur, mais aussi je veux vous montrer l'utilisation d'un bistouri électrique et spécifique, très fin pour faire ça. Si on utilise des bistouris électriques, il faut être une aiguille très très fine comme celle-là. Et on utilise dans les coupes par coagulation, potence 10, et parce que si on utilise ça très fort ou dans la coagulation, ça peut donner une rétraction à la peau et après c'est difficile de mettre le lambeau en position à la fin de la chirurgie. Mais avec cette pointe très fin et avec les coupes en 10, on peut faire, et c'est bien, vous allez voir que ça aide beaucoup à diminuer le saignement, comme vous pouvez voir maintenant. Donc, ce cas, on va continuer à décoller de la même façon. Et quand ça commence à apparaître plus de sang, on va mettre encore le coton avec l'adrénaline de la même façon. Voilà, de la même façon, on le fait toujours. Alors ça, c'est juste pour vous montrer les deux façons d'utiliser, deux façons de faire le lambeau, soit électrique, soit avec traditionnel. Et là, le quatrième point d'adaptation technique, ça veut dire avec les voies d'aération de l'oreille moyenne et de la mastoïde. Ça, c'est un chapitre, c'est un thème très intéressant et qu'on ne va pas parler en détail aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais l'endoscope avec ses angulations nous permet d'évaluer mieux les stimulus tympaniques, le tensor fold, le stimulus postérieur, la trompe d'Eustache, et comme ça, étudier mieux les voies d'aération, ce qui c'est plus difficile de faire avec le microscope. Dans ce point, dans ce sujet, je vous conseille fortement de connaître le livre du collègue italien Livio Pressuti et Daniele Marchione, qui sont deux des pionniers dans le monde, dans l'utilisation de l'endoscope dans l'oreille moyenne, aussi comme d'autres collègues, et même mon collègue ici du Brésil, Jean-Flavio Nogueira, avec qui j'ai appris beaucoup, et c'est aussi un des pionniers. Mais ces livres, c'est très détaillé, il y a des très bons dessins faits par eux-mêmes et il y a une explication des voies d'aération de l'oreille moyenne et donc je vous conseille de jeter un coup d'œil dans ce livre, qui c'est très important pour ceux qui sont intéressés dans la chirurgie endoscopique de l'oreille. On va passer maintenant aux chirurgies, aux vidéos de chirurgie, de tympanoplastie. Et d'abord, on va parler de tympanoplastie sans cholestéatome. Et après, je vais vous montrer quelques vidéos avec cholestéatome. Et pour commencer, je choisis une technique très simple et c'est très intéressant pour ceux qui sont vraiment au début, qui commencent, qui veulent utiliser peut-être l'optique, les vidéos pour la première fois, qui c'est ce que j'appelle le bateau à voile. Donc, c'est plutôt une myringoplastie sans lambeau. Je vais mettre les vidéos. Ici, on a assez de tympanosclérose, mais j'ai compris que c'était possible de ne pas enlever cette tympanosclérose. L'odométrie était bonne, donc je n'avais pas de préoccupation sur la chaîne ossiculaire. Et on va faire une myringoplastie en utilisant l'image des vidéos endoscopiques. Donc, j'enlève l'annulus fibreuse de la perforation. Et après, je vais préparer une greffe comme celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une greffe. C'est un morceau de cartilage de tragus, en bleu là, dans les dessins. Et j'ai laissé attacher au milieu
les périchondres. Et j'ai enlevé la périphérie du périchondre et je l'ai mis la position comme si c'est une position de la voile d'un bateau. Et au milieu, c'est toujours attaché. Donc, ça nous permet de passer les morceaux de cartilage à travers la perforation et après, ouvrir le périchondre de la côté au dehors de la perforation, comme je vous montre maintenant. Alors, je prends un peu comme le diabolo, je mets le cartilage là-dedans et avec une pointe, j'ouvre le périchondre et après, on peut utiliser de chafouin normal pour tenir les côtés de périchondre à sa place. Et c'est très facile, très simple, avec de très bons résultats. Et on peut utiliser dans les cas de perforation très petites avec une audition normale. Et voilà, on finit. Et on va voir dans une minute l'aspect final de l'autoscopie post-opératoire. Voilà, ça c'est le tampon. 3 mois après la chirurgie, on voit les morceaux de cartilage là, bien en place. Le tampon est fermé. Et pour être sûr que tout ça marche bien, on voit que le patient peut déjà aller à la plage et on a beaucoup de graines de sable là de la plage pour montrer que ça va très bien, qu'il peut nager et qu'il n'y a pas de problème. On va passer dans un deuxième cas. Et avant de mettre les vidéos, je veux dire que j'ai beaucoup appris dans avec ces patients, parce que c'est un cas de tamponoplastie bilatérale. Je sais que ça change beaucoup entre les collègues du monde, entre les écoles. Moi, quand j'ai commencé, on pensait jamais à tamponoplastie bilatérale. Ça, c'était un peu comme un tabou. Mais ce patient lui-même, il m'a convaincu à faire une chirurgie bilatérale. C'est vrai que d'un côté, il avait cette perforation grande avec tamponosclérose, mais d'autre côté, c'était une perforation petite qui nous permettait de faire en laryngoplastie. Je vais vous montrer les images. Et je suis allé chercher dans la littérature et je vois qu'il y a beaucoup d'articles et qui montrent de façon très sûre qu'on peut faire avec sécurité la tamponoplastie bilatérale. Ici, je vais vous montrer pré-op au cabinet. J'ai utilisé une optique 2.7, 30 mm, 30 degrés, excusez-moi, 2.7 épaisseur, 30 degrés angulation pour voir à travers la perforation. Et dans ces cas-là, on peut voir l'étrier qu'il est en place. On peut voir là le tendon des muscles de l'étrier. Et ça, peut-être, ça peut nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre dans la chirurgie. Donc, on va passer à la chirurgie. Voilà, on commence par la côté de la perforation, de la petite perforation postérieure, que je vais utiliser une technique à peu près comme le bateau à voile là, sauf que c'est seulement un cartilage. Il faut dire que je préfère utiliser le bateau à voile, mais ici, je fais un plug de cartilage, je fais comme un diabolo, je coupe le cartilage pour permettre de la mettre en place dans la perforation avec une laryngoplastie et au-dessus un petit morceau de périchondre libre. Et après, on peut passer de la côté plus compliqué pour la tamponoplastie.
Voilà, nous sommes déjà d'autre côté. Avant de faire le lambeau, j'enlève un gros morceau de tympanosclérose à côté de la manche du marteau, en haut. Voilà. Et on va commencer à faire le lambeau, comme celle-là que j'ai déjà vous montré. Le lambeau pour les perforations grandes, perforations pour les perforations presque totales. Dans ce cas, en utilisant les bisturis de Rosen, c'est pas unique. Voyez qu'on a un peu plus de saignement là. Des fois, ça va être un peu chiant, surtout au début. Mais lorsqu'on s'habitue, lorsqu'on met les cotons et on utilise les cotons pour nous aider, ça va très bien. Voilà, le coton il est là avec un peu d'adrénaline. On fait une aspiration au coton et il va nous aider à décoller. Donc, on va continuer jusqu'à l'annulus tympanique, voilà. On commence à ouvrir déjà. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir vraiment les sulcus tympaniques. On peut enlever l'annulus tympanique en voyant précisément et aussi après, au moment de le remettre en place, c'est mieux de voir surtout dans la portion antérieure qui fait une portion très difficile de voir avec le microscope. C'est intéressant de voir ici un bulbe jugulaire très très haute. Si on fait un implant cochléaire ici, peut-être on aurait du mal. Après, je vais aspirer, vous allez voir comme c'est haut. Alors, le coton, il est là pour nous aider. Voilà, on a presque fini le lambeau. Des fois, si on a des petits morceaux de peau à la pointe de la manche du marteau, on peut enlever un petit morceau de la manche, comme je fais maintenant, pour être sûr de ne pas laisser des peaux en bas de la greffe, pour ne pas causer un cholestéatome iatrogénique. Alors voilà, je vais m'arrêter juste pour montrer en détail ici. Comme c'est une perforation totale, et j'utilise la cartilage dans son épaisseur complet là, je fais une coupe en V que vous voyez ici, pour que ça soit dans la position de la manche du marteau. Vous allez comprendre mieux dans une minute. C'est très important de faire cette coupe parce que ça va aider la stabilisation de la greffe. C'est très important que la greffe soit assez grande, mais qu'elle touche pas la périphérie de l'os, parce que ça pourrait donner des problèmes à l'audition. Donc, il faut après voir ça. Vous voyez? Et ça, c'est l'aspect 3 mois, je crois que c'est plus de 3 mois ici, c'est 7 ou 8 mois. L'aspect de la greffe avec les V qu'on a fait. J'ai mis ici, la vidéo n'a pas montré, mais j'ai mis aussi des périchondres dans les positions, des périchondres libres. Après que j'ai mis la cartilage, j'ai mis des périchondres libres dans d'autres positions pour renforcer et pour être sûr que ça allait fermer la perforation. Et on voit ici la manche du marteau et la position de la cartilage bien stabilisée. On va voir l'autre côté qu'on a mis la cartilage. C'est un peu différent de la technique du bateau là. Elle n'est pas si jolie que l'autre, mais ça marche bien. L'audition, c'est bien, comme vous allez voir dans l'audiométrie. Voilà. Là, ce sont les audiométries. Pré-op ici, 3 mois de chirurgie et ici, 10 mois de chirurgie en bas. On peut voir que même avec une grosse taille de cartilage, oreille droite,
c'est la perforation plus grande. L'audition, elle va bien et le patient, il est très bien. Et une tympanoplastie bilatérale et des formes mini-invasives sans incision rétro-auriculaire, ce qui laisse les patients très contents. Professeur Agi, est-ce que je peux continuer dans ce rythme? C'est bien? Oui, oui, très, très bien. Vous pouvez continuer. Merci. OK. Alors, on va passer à un autre cas. Et si on voit cette perforation, on voit que c'est une perforation petite. Aussi comme le premier cas qu'on a vu, que je fais les bateaux à voile. Mais on voit on a beaucoup de tympanosclérose. Et on a des tympanoscléroses qui c'est vraiment, vraiment à la périphérie qui touche la périphérie de la perforation. Donc ici, si on fait la rémotion de quelques parties de la périphérie, on va tomber sur la tympanosclérose et ça peut nous donner des problèmes en termes d'intégration de greffe. Donc ça, c'était un enfant, une jeune fille de 8 ans et qui, je pas d'option, au moins à mon expérience, qui est enlevé toutes les tympanoscléroses, parce que si j'enlève ça, je dois enlever ça, si j'enlève ça, il faut enlever la plate postérieure, donc j'ai enlevé toute la perforation et je la fais, une petite perforation, je transformée dans une perforation totale, comme vous allez voir maintenant. Donc je commence, avant de faire le lambeau, parce que c'est plus facile, en élevant et en les tympanoscléroses. Alors, on lève la tympanosclérose, comme vous voyez, tous les tympanoscléroses. Et après, on finit avec une grande perforation et on va faire notre chirurgie de la même façon. Et aussi, voilà, on va faire les lambeaux de la même façon pour une perforation totale, comme on a fait dans la chirurgie antérieure. Je vais laisser les vidéos parce que c'est intéressant de voir les détails des collements pour ceux qui ne sont pas habitués. Voilà, toujours le coton avec l'adrénaline. S'il reste là, les petits saignements au début vont s'accumuler au coton et pas accumuler dans l'incision. Comme ça, c'est plus facile de faire le décollement. Et une fois que les cotons commencent à être beaucoup rouges, avec beaucoup de sang, il faut changer et mettre un autre et aspirer et continuer. Et dans la majorité des cas, 2 ou 3 morceaux de coton du début à la fin de lambeau, c'est suffisant pour ouvrir la caisse. Voilà, on est presque là. On a un ulus. On commence à voir l'annulus et dans 1 minute, on va ouvrir la caisse. Cette région antérieure où je touche là maintenant, c'est vraiment un problème pour les microscopes, soit pendant le décollement, soit surtout pour voir la position de la greffe à la fin de la chirurgie. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands avantages de l'endoscope. On peut être sûr sur la position antérieure de la greffe et en être sûr. Je crois qu'on a des meilleurs résultats en termes de perforation, d'intégration et aussi d'empêcher les blunting de la greffe, la blunting antérieure. Voilà, on commence à ouvrir la caisse. Et par coïncidence, ce cas aussi, on a un bulbe jugulaire encore plus haut que la chirurgie antérieure. Vous allez voir, c'est juste à côté de la fenêtre cochléaire. Voilà, on continue de décollement. Voilà, vous voyez ici le bulbe jugulaire, la fenêtre est ici, et le bulbe jugulaire presque cache la fenêtre vestibulaire.
C'est très important de voir ça avant, soit par la otoscopie, soit la tomographie, regarde, pour qu'on ne cause pas de problèmes au bout de la jugulaire. Voilà, j'enlève le petit morceau de peau et voilà la cartilage, la greffe avec les V là que j'ai coupé pour faire le même type de position à la manche de marteau. Vous voyez qu'elle est libre, il n'y a pas de périchondre. D'abord, je vais mettre la cartilage et après, je vais utiliser. Dans ces cas-là, je mets des petits morceaux de gel fouant là en avant vers la région de la trompe d'Eustache pour être sûr que la portion antérieure de la cartilage reste au niveau de la perforation et qu'elle ne tombe pas dans la caisse de tampon. Voyez, au premier regard ici, on pourrait être préoccupé que cette cartilage est trop éloignée de l'os. Voyez, ça pourrait nous donner une préoccupation, mais c'est pour ça que j'aime bien d'avoir le périchondre séparé. Donc, surtout dans la partie postérieure, c'est très facile, comme vous allez voir, à utiliser le périchondre avant de remettre en position les lambeaux tympanoméatal. Vous voyez, on ne touche pas, la cartilage ne touche pas l'annulus. Et après, on va mettre les périchondres. Voilà. Voilà, je commence à descendre avec le périchondre et je vais mettre le périchondre libre dans les positions qui conviennent. Si elle est attachée, si elle est attachée au cartilage, j'ai moins de liberté de la mettre en position que je veux. Et si elle est libre, je peux la positionner mieux. C'est ça mon philosophie. C'est pour ça que je préfère d'utiliser le périchondre libre. Et on arrive à la fin de la chirurgie. Je crois que je vais un peu plus vite là, sinon on n'aura pas le temps. Alors, je vais passer à quelques vidéos des cholestéatomes, des tympanoplasties. Notre thème est tympanoplastie avec les cholestéatomes pour nous montrer dans quel cas de cholestéatomes l'endoscope peut être intéressant. Toujours ici par voie endoméatale et quelles sont peut-être les limites de l'endoscope pour le cholestéatome et qu'on doit utiliser aussi la voie transmastoïde et le microscope. Pour commencer, je vous mets un cholestéatome apical, un cholestéatome qui peut-être se développer par une poche de rétraction apicale, comme vous voyez à l'autoscopie faite au cabinet. Voilà, l'audométrie, elle est là. Et oreille gauche. Et on voit la tomographie là, on voit qu'il avait même, ça touchait un peu, c'était un petit cholestéatome, mais ça touchait la fosse moyenne, peut-être avec un peu de mélange là, exposé. Ça déjà, la vision chirurgicale. Cette érosion, par l'instant, c'était l'érosion faite par la maladie, mais maintenant, on va ouvrir plus la tique. Alors, je vais m'arrêter ici, parce que vous avez vu la fraise, juste pour parler un mot sur l'utilisation de la fraise avec l'endoscope. C'est vrai que ça change beaucoup utiliser la fraise avec l'endoscope, parce qu'on ne peut pas utiliser l'irrigation au même temps. Parce que si on jette de l'eau là, au même instant qu'on fait la rotation de la fraise, on ne voit rien avec l'endoscope. Donc, comment on fait ça? Comme l'os qu'on veut fraiser, ce sont des petits quantités, des morceaux, des millimètres
fraise, on accélère la fraise. On fait un petit fraisage. Et quand on fait, on ne voit rien. Et on s'arrête dans 2-3 secondes. Et après, on jette de l'eau. Jusqu'après, on jette de l'eau pour pour que ça soit trop chaud. OK? Donc, on fait la fraise, on jette de l'eau, on aspire, on voit, on met la fraise et on fait encore la même chose, comme vous allez voir. Regardez, quand on commence, on ne voit rien, on s'arrête, on jette de l'eau, on aspire et on fait combien de fraisages on veut. Maintenant, je fais la rémotion là de l'enclume. Elle n'était pas détruite, mais elle était toute envolée par le cholestéatome. Nous sommes maintenant dans la tique. Nous sommes à la caisse de tampon et on ne voit pas. Elle est en bas. OK? Ici, c'est le procès cochléariforme. OK? La corde de tampon est ici. Le nerf facial est ici. On commence à voir le canal latéral. Nous sommes à la tique ici. La mastoïde et le canal latéral, ça serait ici à droite et en bas. Donc, nous sommes dans la tique. On voit déjà la méninge exposée. Vous voyez ici, la méninge exposée que je touche là. Et on va pouvoir traiter le cholestéatome. C'est ce qu'on fait maintenant. Ici, je vais m'arrêter aussi pour vous montrer une image très intéressante. Alors, méninge. Ici, le tensor fold, c'est une membrane qui sépare les récessus épitympaniques antérieurs de l'oreille moyenne, de la caisse de tampon. Voilà, j'ai ouvert le tensor fold pour propicier de meilleures ventilations de l'épitympanum. OK? Alors, on a le stimulus tympanique ici et une deuxième voie d'aération par le tensor fold qui, dans ce cas, était complet. Maintenant, nous sommes déjà en moment de reconstruction. Je mets quelques petits morceaux de cartilage et de périchondre. Alors, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On met là une prothèse. On va parler mieux de ça le samedi prochain. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en même temps qu'on reconstruit l'os de la tique, là, avec les morceaux de cartilage et des périchondres libres, en même temps, on met là la prothèse en titane, des morceaux indépendants des cartilages sous la prothèse pour faire aussi la reconstruction. Alors, il y a toujours des questions qui apparaissent. Est-ce que vous faites une reconstruction au même temps que vous enlevez le cholestéatome? Dans mon cas, oui, mais on va discuter ça peut-être samedi prochain. Et ça, c'est la vision post-opératoire du poche de rétention traité. On va voir d'abord, dans quelques mois, le poche a commencé à devenir plus profond, OK, plus profond. Ça a commencé à être une préoccupation. 10 mois post-op, l'audition était comme ça. Et je trouvais que c'était un moment de mettre en ventilation, en diabolo. Ça, je fais au cabinet parce que j'avais peur d'une récidive de cholestéatome à cause de poche de rétention qui a retourné. Donc voilà, après que j'ai mis le tube, on voit que les poches est mieux, comme vous allez voir. La rétraction est mieux. Ça, avant le tube, voilà encore le positionnement du tube Triudi de Grace Medical. Et après, on va voir que les poches de rétraction, il est moins profond. Donc, une fois en plus, voilà, vous voyez, moins profond. Et l'audition de l'oreille gauche avec la reconstruction, un petit gap là aux aigus qui s'est attaché. C'est un problème de reconstruction et d'absence de l'enclume qui est toujours en voie. Voilà, on va passer au cas prochain, qui c'est aussi un cholestéatome dans l'épitympanum apical.
Et on va faire un peu comme le même cas, sauf qu'ici, je vais vous montrer l'utilisation de la curette. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus la curette que la fraise. Ok? Comme on a besoin d'enlever pas trop de l'os, pas beaucoup, la curette, elle va très bien. On peut faire au fur et à mesure. On fait le curettage, on voit, et si ce n'est pas encore suffisant, on fait un peu plus et on commence à enlever la maladie et on utilise la curette jusqu'au nécessaire, à l'exposition nécessaire. Voilà, je commence. Il y a beaucoup de tissus d'inflammation. Je vais enlever, je vais couper la tête du marteau là, vous allez voir, dans le coup de marteau pour enlever la tête du marteau et l'enclume. Voilà. Pour continuer la chirurgie et enlever la maladie de la tique. Ce n'est pas possible de le faire sans enlever l'enclume et la tête du marteau. Ça, c'est quelque chose de très bien de faire avec l'endoscope. Une la wide angle view nous proportionne une vision très bonne de la tique, ce que le microscope ne serait pas capable, comme vous voyez là. Donc, nous sommes dans la tique antérieure. Voilà, on avance, on avance. Je vais avancer un peu plus vite. Maintenant, j'utilise un peu la fraise pour être sûr que je peux regarder dans la tique, un peu dans la mastoïde, pour qu'il n'aille pas de cholestéatome. Là, voilà. Il y a encore des tissus d'inflammation là-bas. Ici, je vais arrêter juste un moment. On voit la tique antérieure, les cogs, cette structure osseuse qui fait la séparation de l'épitympane antérieur et l'épitympane postérieur. Donc, on voit, on a une vision totale de l'épitympane pour enlever toute la maladie. On peut s'approcher beaucoup. L'optique nous permet d'approcher ce qu'on veut des structures pour être sûr qu'on a fini. Et peut-être, on va commencer la reconstruction. Voilà. Ici, je vais vous montrer la reconstruction de l'os qu'on a fraisé. Donc, des fois, je mets un gros morceau de cartilage. En général, je sais qu'elle est trop gros. Je mets le morceau là-bas, je vois la taille, je l'enlève de l'oreille, je coupe, je le mets encore, jusqu'au moment que j'ai le dessin exact de la portion fraisée et de ce que je dois reconstruire. Et à ce moment-là, je suis déjà là au moment final que j'ai trouvé que c'est bien, que la taille de cartilage est la bonne. Et voilà, l'étrier est là et on va pouvoir de façon indépendante aussi mettre un autre morceau de cartilage, de reconstruction ossiculaire et aussi le périchondre libre après. Mais une fois que c'est déjà reconstruit la tique, la paroi de la tique. Voilà. Un autre morceau de cartilage pour être au-dessous du tampon et sur la prothèse. Voilà les morceaux libres des périchondres que je vais mettre sur le cartilage de la tique et aussi après un autre morceau sur le cartilage du tampon. J'aime bien renforcer ça avec le périchondre. C'est vrai que c'est pas, peut-être ça serait pas nécessaire, mais on veut être sûr qu'on va finaliser avec un tampon fermé
Donc, on a le périchondre et je le mets là-bas pour être sûr de la bonne cicatrisation. Professeur Haji, vous croyez qu'il y a 10 ou 15 minutes en plus, ça va? Oui, oui, oui. Vous prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. OK. OK. Donc, OK, on finit ces cas-là. Et après, on met les gerfoins, comme on fait dans toutes les chirurgies. Voilà. Et on est fini là. Alors, je vais vous montrer maintenant deux cas des deux cholestéatomes mésotympaniques. Les deux cas sont des enfants. OK? Le premier, c'est cholestéatome mésotympanique antérieur acquis d'un enfant de 7 ans. Et le deuxième cas, un cholestéatome congénital d'un enfant de 4 ans. Vous allez voir tout d'un coup, voilà, un cholestéatome congénital. C'était très vite. Attends, je vais vous montrer mieux l'autoscopie congénitale d'un enfant de 4 ans. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, les cholestéatomes étaient mésotympaniques antérieurs, avec une relation très intime avec la trompe d'Eustache. Voilà. Ici, on commence la chirurgie. Il faut couper la manche du marteau parce que sinon, on ne peut pas enlever ces cholestéatomes. Ça, c'est les cholestéatomes acquis. OK? Il y avait une rétraction, perforation postérieure. Et ce qui est très intéressant, après avoir enlevé les cholestéatomes dans la caisse de tampon, on voit un gros morceau de cholestéatome dans la trompe d'Eustache. Regardez. Et avec une succion, une aspiration courbe, j'enlève et je vois un autre morceau plus profond, très profond, de cholestéatome dans la trompe d'Eustache. C'est intéressant, j'ai des amis, j'ai des collègues ici au Brésil qui m'ont dit, mais attends, j'ai jamais vu des cholestéatomes aussi profonds dans la trompe d'Eustache. Et j'ai dit, alors, si vous n'utilisez pas des optiques, vous n'allez jamais voir. Vous pouvez opérer 1000 cas de cholestéatome parce que vous ne pouvez pas regarder dans la trompe d'Eustache. Alors, ça ne veut pas dire que c'est rare, ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas là-dedans. Et pour regarder là-dedans, il faut utiliser l'endoscope avec angulation 30 degrés, 45 degrés. Et on a vu comme c'était profond, le cholestéatome là. Ici, à la fin, on voit la région du tensorfold, OK? On finit la chirurgie. Et dans les mêmes vidéos, on va passer à la chirurgie de cholestéatome congénital. Voilà, on commence à faire le lambeau et on va ouvrir. C'était un cholestéatome aussi mésotympanique antérieur, voyez, et aussi dans la trompe d'Eustache, vous allez voir. J'utilise là une courette. Un petit détail là. Ça, c'est une courette de cérumen, une courette qu'on utilise dans les cabinets. OK? C'est pas cher du tout. Et c'est une courette que vous pouvez faire l'angulation vous-même. Plus angulé, moins angulé, comme vous voulez. Et on peut utiliser pour faire une manipulation dans la trompe d'Eustache. Voilà. Donc, j'enlève là le cholestéatome dans la trompe d'Eustache. Et aussi, vous allez voir, quand je jette la vision là-bas, regardez, il y a un morceau de cholestéatome encore très profond aussi dans la trompe d'Eustache, que même la corrette angulée, elle ne peut pas toucher là-bas. Donc, on va utiliser une aspiration qui aussi, moi, je fais l'angulation moi-même. Regardez, on va mettre là l'aspiration. Voilà, et on a enlevé. Après qu'on a enlevé et que la trompe d'Eustache est libre, regardez, ça c'est une image très intéressante. On va voir les cholestéatomes attachés sur le tensorfold, la membrane qui fait la séparation de la fossette supratubère de l'épitympanum antérieur. Et ça, c'est une région
très difficile de regarder avec le microscope. Parce que le microscope, ici, je suis avec l'optique en bas, inférieur, 30 degrés, tourné vers le haut. Donc, je vois cette direction. Et le microscope, je voyais cette direction. J'aurais la manche de marteau en face. Je ne pourrais pas voir ça. Pour être sûr que j'avais pas de cholestéatome ici, si j'étais en microscope, il fallait enlever le marteau ou couper la manche du marteau. OK? Donc, le microscope, il m'a permis de voir dans la trompe de stage, mais il me permet aussi de voir le TensorFlow d'une vision de bas vers les hauts et enlever, comme vous allez voir, enlever ces morceaux de cholestéatome. Voyez? Maintenant, je regarde d'une autre perspective, mais voyez, je vais faire l'aspiration et après aller là-bas et regarder vers le haut pour être sûr qu'on a. Voilà. Maintenant, on voit la membrane TensorFlow et on a enlevé les cholestéatomes. Donc, les mésotympans, les protympans, la région du TensorFlow, maintenant j'ai ouvert le TensorFlow, vous avez vu, et dans la trompe de stage, je peux être sûr, regarde, c'est très intéressant cette vision, la trompe de stage et ici le sulcus tympanique. C'est une région très, très difficile à visualiser avec le microscope. Attendez un instant, pardon. Juste pour être sûr que nous avons vu ça. Oui, c'est fini. Et on va passer au dernier cas des cholestéatomes. J'ai encore une vidéo pour vous montrer après. Mais ça, c'est un cholestéatome. Alors, nous sommes là dans la caisse du tympan. On a déjà enlevé une grosse partie de cholestéatome de la caisse du tympan. Ici, on peut voir les nerfs faciales. OK. On voit ici la région du deuxième génule facial, les procès cochléariformes qui étaient là, la platine, la fenêtre vestibulaire qui est dans cette région, mais il y a du sang là, la fenêtre cochléaire qui est dans cette région, et je veux aller mettre les vidéos. Il y a beaucoup de cholestéatomes encore au sinus tympani, vous allez voir. Mais je peux l'enlever avec une vision wide angle et l'aspiration courbe. Regardez. Dans ces cas, sans faire une tympanotomie postérieure. Regardez. Et ce qui est très intéressant, ça c'était un gros cholestéatome, vous allez voir. Alors, l'étrier il était fracturé. On va enlever le reste de l'étrier. Voilà. Et quand on finit, voilà, la trompe de stage, on pense qu'on a fini les cholestéatomes de l'oreille moyenne, les tympanes faciales. On voit aussi les cogs là, regardez les cogs. Et on utilise maintenant une optique, j'ai arrêté un instant, une optique, ici c'est le facial. J'ai mis l'optique dans l'oreille et j'ai tourné la main vers la gauche. Et maintenant, je regarde dans la mastoïde, ici. Donc, je vois le canal latéral, ici. OK, le tegmen tympani est là. Le facial est ici. Un gros cholestéatome dans la mastoïde. Ça veut dire, c'est important de dire que ça, c'est impossible. C'est pas intéressant d'essayer d'enlever ça avec l'endoscope. Parce que maintenant, alors là, on a des cholestéatomes dans la mastoïde. Il va falloir faire un accès transmastoïde. Mais on a traité déjà les cholestéatomes dans les portions principales, dans les portions de la chaîne séculaire, dans les portions principales qui donnent plus de problèmes, de récidives. Et maintenant, je vais là-bas avec le microscope. Je vais ouvrir, ça c'est accéléré, j'opère pas si vite comme ça. Et on va enlever ce qui reste dans la mastoïde, mais de façon très très simple. Okay? On a déjà fait le travail principal.
Voilà, je utilise la fraise et le microscope juste pour enlever la partie mastoïde du cholestéatome. Voilà, ça, autrefois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'après faire la reconstruction et l'utilisation d'une prothèse totale dans ces cas, comme on a ouvert la mastoïde avec les microscopes, on peut alors utiliser l'endoscope par voie transmastoïde pour être sûr que notre prothèse totale est en place. Vous voyez mon greffe de cartilage, la prothèse en place et elle est bien attachée à la prothèse. Ça, c'est une vision endoscopique, optique 30 degrés par voie transmastoïde à la fin de la chirurgie. Voilà. Alors, dernière vidéo. Ça, c'est un glomus. Alors, notre sujet, c'est tympanoplastie. Mais pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'un des recès du tympan, de la caisse de tympan, c'est le hypotympanum. Et c'est une région qui n'est pas souvent piège, c'est pas souvent un endroit qu'on a de cholestéatome. Les rétrotympanons, on a déjà vu, les protympanums dans la trompe d'Eustache, mais ici, on a une lésion qui c'est au hypotympanon. Et un gros glomus tympanique, vous voyez là-bas, l'examen au cabinet, vous voyez l'image, le côté sain et le côté avec le glomus, il était au-dessus de la cochlée. Et on a fait une programmation d'utiliser les microscopes, mais l'endoscope a été très important dans cette chirurgie. Et vous allez voir pourquoi. Parce que la lésion, elle allait au-dessus de la cochlée. Donc, je fais un accès rétro-auriculaire là-bas, bien sûr. Ça, c'est une lésion très bien vascularisée, avec beaucoup de saignements, comme vous allez voir. C'est impossible, au moins pour moi, d'utiliser l'endoscope à ce moment-là, parce qu'on a beaucoup de saignements. Regardez, il faut expirer et décoller au même temps. Et l'endoscope, vous travaillez avec une seule main, parce que l'autre main, elle tient l'endoscope. Donc, on continue à faire une canalplastie vers les bas, vers l'hypotympanum. J'utilise une protection en plastique là pour pouvoir faire l'affraisage, pour protéger mon lambeau. Voilà, et aussi les cotons, c'est là. Je commence à ouvrir la caisse de tympan, on va voir. Et le bipolaire, l'instrument le plus important dans les chirurgies de glomus, on va commencer à l'utiliser et faire le contrôle. Voilà. Et maintenant, on a changé pour l'endoscope. Et tout d'un coup, on voit que tout change. On a une vision beaucoup plus détaillée. Et on peut détacher, continuer à détacher le tympan du tumeur. On a retourné maintenant au microscopique, au microscope. Voilà. Mais ce qui est plus intéressant, ce que je veux vous montrer, je vais mettre en avance ici. On commence à enlever les tumeurs de mésotympe. Voilà, on a enlevé tous les tumeurs mésotympaniques, mais il avait encore un tumeur au-dessus de la cochlée. Et c'est là que l'endoscope peut nous aider et le microscope aurait du mal à nous montrer. Voilà la cochlée. Toujours la coagulation bipolaire. Et voilà, avec l'endoscope, on commence à enlever un peu plus de fraisage. Dans un instant, on va revenir à l'endoscope. Voilà, on revient à l'endoscope. Et oui, maintenant, on peut être sûr, avec la vision endoscopique, que
la partie inférieure de la coquille est libre et on peut voir la trompe d'Eustache là, on peut voir la région de la carotide et un tunnel sous-cochléaire qui est libre. Et l'endoscope peut nous aider beaucoup aussi dans l'hypotympanum. Voilà, alors on arrive à la fin de l'exposition d'aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et que vous m'avez compris et je suis pour vous, Dr Agi, si vous voulez Merci, parler. Dr Luciano. Merci beaucoup pour cet exposé qui est assez exhaustif, qui nous a montré tous les aspects de la tympanoplastie, aussi bien avec ou sans cholestéatome. Alors, j'ai essayé de regrouper un petit peu les questions qui sont posées avec mes collègues. Alors, il y a une première question vis-à-vis du conduit auditif externe. Parce que là, l'anatomie du conduit auditif est très variable d'un sujet à l'autre et nous avons parfois des parois antérieures trop importantes vers le conduit ou parois postérieures. Donc, quelle est votre attitude? Est-ce que vous faites les fraisages? Comment est-ce que vous faites à ce moment-là? Très bonne question. Parce que c'est un des principaux doutes et questions que j'écoute, c'est sur les conduits très étroits, surtout chez les enfants. Alors, on a des conduits très étroits. Est-ce que c'est possible de faire une chirurgie endoscopique dans les conduits très étroits ou, comme vous avez dit, la paroi antérieure, si elle est trop prononcée? Oui, c'est possible et pour moi, c'est encore plus facile dans ces cas-là utiliser l'endoscope que le microscope. Alors, c'est sûr que des fois, si c'est trop prononcé la paroi antérieure, oui, il faut utiliser la fraise et faire la canoplastie. Mais dans mon expérience, ce que je vois, c'est que je dois faire moins de canaloplastie avec l'endoscope qu'avec le microscope. Une fois que je peux dépasser la région plus étroite avec l'endoscope, avoir la vision antérieure de la perforation, de la greffe, de la position de la greffe, et avec plus facilité qu'en utilisant le microscope, que pour voir avec le microscope dans un conduit très étroit, on est tout à fait obligé à faire une canaloplastie, presque toujours, sinon on ne va pas voir. Donc oui, c'est possible. Bien sûr qu'il y a des limites, combien étroite ça se conduit, mais je trouve que c'est encore plus facile d'utiliser l'endoscope que les microscopes dans les conduits étroits. D'accord, merci beaucoup. Il y a une deuxième question concernant les infiltrations. Dans votre pratique, vous utilisez l'infiltration de la peau du conduit et en montant un coton imbibé d'adrénaline dans le conduit pour avoir le maximum d'exsangue au cours de l'acte opératoire. Il y a une question qui est posée par l'assistance, c'est que lorsque vous infiltrez, est-ce que vous n'avez pas plus de problèmes avec le lambeau, parce que ça va épaissir le lambeau, et donc est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de problèmes, ou bien vous utilisez le moins possible d'infiltration du conduit pour ne pas avoir une épaisseur importante du conduit. Voilà. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, si on utilise l'infiltration trop médiale, trop proche du tympan, on va faire des grosses quantités d'infiltration et on va augmenter l'épaisseur de lambeau et ça pourrait être un problème. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'infiltration vraiment à la région de cheveux de l'oreille, très proche de mes hâtes. Et
là-dedans, je mets le coton avec l'adrénaline millésimale et c'est ça. Je fais pas l'infiltration trop proximale, trop proche du tampon, sinon on aurait, oui, ce type de problème. Mhm. Alors, concernant l'ouverture du conduit auditif externe, on sait quand l'anatomie des gens diffère l'un par rapport à l'autre. Parfois, le cartilage concale pousse sur le tragus. Et donc, est-ce que vous utilisez des artifices techniques pour cette ouverture? J'ai vu qu'il y a certains qui mettent un point au fil pour tracter le cartilage en arrière et ouvrir le conduit. Oh, j'ai déjà fait ça, oui, c'est très intéressant. J'ai même déjà des fois passé un point là-bas et utiliser par exemple un plastique pour mettre en position arrière le nerf. C'est bien, mais je dois dire qu'en général, je ne le fais pas. Il n'y a pas besoin. C'est bien. Quelques oreilles, si on fait, même à vision directe, c'est mieux. On peut voir déjà le tampon sans optique, à vision directe, si on le fait. Et ça est plus facile d'entrer avec l'endoscope. Mais en général, je ne fais pas. D'accord. Quand vous infiltrez ou vous mettez le coton, vous le laissez combien de temps avant la chirurgie? Peut-être 5 minutes. Avant que je vais me laver, je fais l'infiltration, je mets le coton avant de me laver, avant de préparer le patient. Peut-être plus de 5 minutes, 5-10 minutes. Et après, je vais me laver, faire la préparation du patient et tout ça. Alors, une question qui est posée, c'est concernant le coton que vous utilisez. Est-ce que c'est le coton habituel? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui utilisent comment ça s'appelle là, ce qu'on utilise beaucoup en neurochirurgie. Voilà, il y a plein de collègues qui l'utilisent, mais j'utilise le coton. C'est vrai que des fois, il y a des petits morceaux, il faut être attentif de ne pas laisser les petits morceaux de coton là-dedans, mais j'utilise le coton habituel. Bien, alors une autre question, le décollement du manche du marteau. Est-ce que vous le faites de façon systématique ou bien en fonction des perforations? En fonction des perforations, presque toujours. Par exemple, si on a une perforation petite, postérieure ou inférieure, je ne fais pas. Mais toutes les perforations grandes ou antérieures, oui, je fais le décollement du manche du marteau. C'est dommage que je n'ai pas montré ça très bien. C'est possible de montrer. On peut utiliser la pince quand même pour prendre le tissu et écarter. Ça sort très bien. Et aussi la pointe fine pour faire une incision au péricondre du tampon qui est attaché au marteau et après décoller avec la pince. Et ce sont les perforations plus grandes, oui, je le fais souvent. Il y a une question posée par l'assistance, c'est le moment de la prise du cartilage. Est-ce que c'est au début de l'intervention ou vraiment lorsque vous avez fini la dissection par peur de ne pas avoir des souillures d'optique au cours de la chirurgie? Non, je fais au début. Je fais au début parce que je veux enlever les péricondres, je veux le laisser propre, comme je vous montrais, et le laisser sécher. Donc, ça prend quelques minutes pour sécher, pour qu'il soit très sèche, c'est mieux de travailler. Donc, je ne vais pas l'enlever au début, sauf si je pense que je ne peux pas utiliser. Peut-être je ne vais pas utiliser dans une chirurgie. Je suis en doute si je veux l'utiliser. Mais si je suis sûr que je vais utiliser, je vais l'enlever au début. Et que pensez-vous de l'instrumentation? Parce que là, j'ai vu que quand même, vous utilisez une instrumentation habituelle de la chirurgie de l'oreille moyenne. Voilà. Il y a d'autres chirurgiens qui utilisent une instrumentation dédiée à la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire l'instrumentation avec aspiration. Que pensez-vous de ça? Oui. Très bonne question. Il y a
de matériel spécifique, de principaux fabricants qu'on connaît et qui sont sans doute dans quelques cours pratiques qu'on fait, on utilise des matériels dédiés qui sont très très bons, mais je pense que c'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut avoir des pinces. Oui, même ça, on a déjà des chirurgies microscopiques, des pinces qui ont des courbes et qui sont droites, et aussi des scissors, micro-scissors qui ont des courbes de côté et qui sont droites. Et les aspirations, moi, je fais moi-même. Moi, je fais moi-même l'angulation. Pardon. Des aspirations malléables. Pardonnez, juste un moment. Il y a quelque chose ici. Oui, je fais moi-même comme celui-ci et ça. Même au cabinet ici, je fais des angulations de la façon que je veux. Et je pense que c'est pas nécessaire d'acheter un matériel dédié. C'est très cher. Mais bon, si la personne a la possibilité, bien sûr, ce sont des très bons matériels. Alors, il y a une question aussi concernant le greffon que vous utilisez, là, le greffon en voile de bateau. Est-ce que vous n'avez pas avec ça des possibilités de cholestéatome iatrogène et comment est-ce que vous faites pour ne pas l'avoir? Je ne crois pas. Une fois qu'on a mis dans l'oreille des cartilages, ça c'est comme faire une laryngoplastie avec aponevrose au périconde seulement. On a enlevé l'anus fibreuse et on utilise des instruments pour mettre la peau au dehors. Et après, on va passer en bas juste un cartilage et un os. On va mettre le périconde. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir attention pour ne pas mettre des petits morceaux de peau de tympan dans l'oreille moyenne. Mais une fois qu'on a cette attention, je crois que ce n'est pas un risque. D'accord. Alors, une question concernant la tympanosclérose. Là, on a vu que vous l'avez enlevé en totalité, donc dans une situation où la perforation était petite, c'est vrai que vous avez eu peur de la cicatrisation, mais est-ce que c'est systématique dans votre pratique? Quand est-ce que vous vous acharnez à enlever la tympanosclérose? Oui, vous avez vu que dans les premiers cas du bateau à voile, là, on avait beaucoup de tympanosclérose et qu'elle restait là-bas, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas systématique du tout. Mais si j'enlève la portion de la perforation et on est direct dans l'os, on n'a pas de tissu de tympan, on a seulement que de l'os. Alors là, c'est un peu dogmatique, c'est vrai. Si on met un cartilage là, est-ce que ça va fermer? Peut-être oui, je ne suis pas sûr. Mais je ne me sens pas très à l'aise de laisser un cartilage vraiment avec l'os. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être si on met là un bateau à voile, ça allait fermer aussi. Mais je me sens plus tranquille dans ces cas-là de l'enlever. Est-ce que ça vous arrive d'amincir votre cartilage? Parce que j'ai vu que là que vous utilisez le cartilage épais dans la tympano. Est-ce que ça ne risque pas de toucher l'étrier ou l'enclume et bloquer la chaîne? Ou bien vous êtes parfois, vous amincissez? Oui, je crois que oui, ça risque de toucher la chaîne. Des fois, je vois que ça va toucher la chaîne. Mais je connais, j'ai déjà eu accès à quelques publications, peut-être vous aussi, qui fait des comparations d'utilisation de différents épaisseurs des cartilages. Et j'ai plein de collègues avec qui j'ai appris qui utilisent toujours le cartilage en épaisseur entière, sans problème, au moins sans problème jusqu'à ce moment-là. Donc, oui, je l'utilise. Il faut être attentif, mais je n'ai pas le peur maintenant de l'utiliser. Je n'ai pas les arguments nécessaires pour ne pas l'utiliser, on dirait comme ça. Vous avez de bons résultats avec. Voilà.
Voilà. Et concernant le contrôle, le suivi post-opératoire pour les patients opérés pour cholestéatome, qu'est-ce que vous utilisez? Parce que là, vous avez du cartilage, ça peut masquer Oui, une récidive. Donc, vous faites une IRM, un scanner en post-op. oui. Alors, dans ces cas-là, qu'on a enlevé des cholestéatomes à la tique, ou même le cholestérol là, qu'il était aussi dans la mastoïde, qu'on a fait une reconstruction aussi de la chaîne ossiculaire, je bien sûr vais l'accompagner et je veux faire au départ des examens d'audiométrie dans les premières années et une tomographie vers en année post-opératoire, 12 mois après la chirurgie. Si la tomographie me montre que c'est très bien aéré, tout est très joli, très bien aéré, sans doute qu'il n'y a pas de tissu là-dedans, je m'arrête là. Si c'est des régions occupées, soit dans la tique, dans la mastoïde, l'oreille moyenne, oui, je l'utilise dans quelques cas, je sollicite la résonance magnétique, mais il faut dire que même avec les techniques de diffusion, je ne suis pas tranquille dans ces cas-là de ne pas ouvrir l'oreille. Et donc, en général, je vais proposer, si la tomographie montre quelque chose, même si je fais la résonance, je vais proposer peut-être un second look pour être sûr que la maladie n'est pas là ou pour enlever la maladie encore. Merci beaucoup, professeur Luciano Morera, pour votre exposé. Ça a été vraiment très instructif. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de questions posées, donc ça veut dire que ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part des collègues qui ont participé à ce webinaire. Et bien entendu, donc, je vous remercie au nom de tous les participants au webinaire. Ça a été vraiment une conférence très instructive et très pratique où on a vraiment touché les différents aspects de la chirurgie endoscopique de l'oreille moyenne, chapitre tympanoplastie avec et sans cholestéatome. Et j'annonce, bien entendu, comme vous l'avez très bien dit au début, le prochain webinaire qui va être consacré à la chaîne ossiculaire pour parler de l'ossiculoplastie et de la stapédectomie la semaine prochaine, samedi 15 août à la même heure, c'est-à-dire 17 h pour nous au Maroc, bien entendu. Je pense que maintenant, chez vous, c'est moins 4 heures, je crois, non? Oui, moins 4. Moins 4. Voilà, 13 heures. Ça veut dire 13 heures de Ça veut l'après-midi dire ici. 13 heures chez vous. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, au samedi prochain. Merci beaucoup, professeur, encore une fois. Merci à tous les collègues qui sont là. Et vraiment, je suis très content. Et on se revient samedi prochain. Nous aussi, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. OK. Bon week-end à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.